En 1939, un historien de l'art italien du nom d'Antonio Morassi pointa une machine à rayons X sur une toile vieille de 400 ans, conservée dans un musée vénitien. Il cherchait des craquelures, des repeints tardifs, des signes de dégradation ordinaires. Ce qu'il trouva à la place lui fit stopper net son travail. Sous le jeune homme debout que nous voyons aujourd'hui, à gauche du tableau, les rayons X révélèrent une autre figure. Une femme nue, assise, effacée, recouverte. Pendant plus de 4 siècles, cette présence était restée sous la peinture, invisible. Voilà le tableau dont nous allons parler aujourd'hui. Regardons d'abord ce que tout le monde voit. Un paysage d'orage, lumineux et inquiet. À gauche, un jeune homme debout, appuyé sur un bâton de berger, qui observe quelque chose. À droite, une femme assise sur la berge d'un ruisseau, dénudée, un nourrisson contre elle. Au centre du ciel, un éclair fendu en deux, exactement sur la ligne d'horizon. Des colonnes brisées à gauche, près de l'homme, un pont dans le fond, une ville sur la colline, et partout, cette lumière étrange, suspendue, qui n'appartient pas à l'orage. On pense instinctivement une famille, un père, une mère, un enfant. Peut-être des réfugiés surpris par la pluie. On cherche l'histoire. Et c'est là que quelque chose coince. Parce que la femme ne regarde pas l'homme. Elle nous regarde, nous. Elle fixe le spectateur avec une assurance tranquille, comme si elle savait depuis le début que nous allions venir. L'homme, lui, observe en direction de la femme, mais sans urgence, sans émotion visible. Ils partagent le même espace, ils n'échangent rien. Ce n'est pas une famille, ce n'est peut-être pas même une scène. Ce tableau s'appelle « La Tempesta ». Il a été peint par Giorgione aux alentours de 1508. Il mesure 82 cm sur 73, la taille d'un grand livre. Et pendant plus de 500 ans, ni les historiens, ni les restaurateurs, ni les plus grands spécialistes de la Renaissance vénitienne n'ont réussi à se mettre d'accord sur ce qu'il représente. Plus de 30 interprétations différentes ont été proposées depuis le XIXe siècle. Aucune n'a fait consensus. Commençons par ce qui est étrange, et il y a plusieurs choses étranges. Regardez l'éclair. Il traverse le ciel exactement en son centre, comme une signature. On s'attendrait à ce qu'il illumine la scène. Mais il ne l'illumine pas. La lumière qui tombe sur les personnages vient d'ailleurs, de devant, hors cadre, comme une lumière de jour ou de crépuscule. L'orage existe dans une dimension séparée. Ce n'est pas un accident, c'est un choix technique. En 1508, Léonard de Vinci venait de codifier la théorie de l'ombre et de la lumière que tous les peintres suivaient. Giorgione l'ignora délibérément. Il construisit une lumière sans source précise, raisonnée nulle part et partout à la fois. L'œil ne trouve pas de point fixe, c'est exactement ce qui crée l'angoisse. Regardez maintenant les colonnes brisées, à gauche, derrière l'homme. 2 fûts de marbre couverts de mousse, abandonnés là. La colonne brisée était, à la Renaissance, un symbole précis. La fin de la gloire antique, la chute des civilisations. Sic transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde. Ce n'était pas un décor, c'était un argument visuel que tous les traits vénitiens de l'époque lisaient immédiatement. Et regardez le ruisseau. L'homme est d'un côté, la femme de l'autre. Ils sont séparés par l'eau. Dans la mythologie, l'eau sépare les mondes, le Styx, l'Achéron. Dans la tradition chrétienne, elle purifie et marque le passage. Ces 2 personnages sont physiquement dans le même tableau, mais symboliquement dans 2 espaces différents. Personne ne remarque ça au premier coup d'œil. Et pourtant, c'est peut-être la clé de tout. Longtemps, on a expliqué ce tableau en disant que Giorgione peignait librement, sans programme narratif, par pur caprice. Le premier historien à décrire la toile, Marcantonio Michiel, le fit en 1530, 20 ans après la disparition du peintre. Il nota simplement un petit paysage avec l'orage, une bohémienne et un soldat. Pas d'analyse, pas d'identification, juste des apparences. Ce qui veut dire que Michiel lui-même ne savait pas ce que le tableau représentait. Mais voilà ce que ça implique vraiment. Si personne ne savait, même à l'époque, quel était le sujet du tableau, alors soit le sujet était un secret réservé à quelques initiés, soit il n'y en avait pas. Et ces 2 possibilités sont aussi troublantes l'une que l'autre. Le tableau était destiné à un studiolo, un cabinet privé.
la pièce intime d'un patricien vénitien riche, où l'on rangeait les objets précieux et où l'on invitait les amis cultivés à contempler et à débattre. Des tableaux de ce format, 82 cm sur 73, n'étaient pas faits pour être vus de loin. Ils étaient faits pour être regardés seuls ou à deux, de près, pendant longtemps. Ce n'est pas une œuvre publique, c'est un objet de méditation privée. Ce qui change tout à la question du sens. Peut-être que la signification appartenait au propriétaire, et le propriétaire l'a emporté avec lui. Voici maintenant l'essentiel, ce dont personne n'avait conscience pendant 430 ans. Antonio Morassi publia ses résultats dans les actes de l'Institut royal vénitien des sciences. Ses conclusions étaient sans ambiguïté. Dans la partie gauche de la toile, là où se trouve aujourd'hui le jeune homme appuyé sur son bâton, la radiographie révélait une silhouette féminine distincte. Une femme nue, assise, dans une posture proche de la femme visible à droite. Une femme. Une deuxième femme. Giorgione avait peut-être commencé ce tableau avec 2 femmes, puis il avait effacé l'une d'elles, et à sa place, il avait peint cet homme debout, vêtu, silencieux, presque extérieur à la scène. Arrêtons-nous là. Ce n'est pas une retouche mineure, ce n'est pas un ajustement de composition, c'est un remplacement radical d'un corps par un autre, d'une présence féminine, intime, liée à la terre et à l'eau, par une présence masculine, habillée, distante, observatrice. Un tableau avec 2 femmes nues de chaque côté d'un ruisseau raconte quelque chose d'entièrement différent de ce que nous voyons aujourd'hui. C'est une scène féminine, corporelle, peut-être rituelle. En introduisant l'homme à gauche, Giorgione a changé le rapport de force. Il a introduit le regard, la distance, la surveillance tranquille. Pourquoi ? C'est la question que 3 siècles de chercheurs n'ont pas réussi à résoudre. Et chaque tentative de réponse finit par buter contre quelque chose. Salvatore Settis, historien de l'art italien, a consacré plusieurs années de sa vie à ce problème. Sa monographie publiée en 1978, La Tempesta Interpretata, reste la référence la plus citée sur le sujet. Settis glisse une clé biblique dans la serrure. L'homme, c'est Adam. La femme, c'est Ève. L'enfant, c'est Caïn ou Abel. La foudre, c'est Dieu chassant ses créatures du paradis. Les colonnes brisées, la fin de l'état d'innocence. La clé tourne presque, mais elle bloque. Adam, après l'expulsion, devait travailler la terre, pas s'appuyer sur un bâton en observant depuis l'autre rive. Et Michel, en mai 530, l'a décrit comme un soldat, pas comme un père chassé du jardin. Edgar Wind, historien germano-britannique, élève de Panofsky, a tenté une autre approche en 1969. Il apporte une clé littéraire. Selon lui, le tableau illustre une scène de la Thébaïde de Stas, épopée latine du 1er siècle. Le guerrier Adraste rencontre Hypsipyle, nourrice d'un enfant royal, au bord d'un ruisseau, sous un orage. La clé semble correspondre à chaque détail. Mais elle bloque aussi. L'identification résiste à la vérification complète et la majorité des historiens ne la suivent pas au bout. Charles Hope, lui, jette la clé. Dans un article du Burlington Magazine de 1985, il dit « Peut-être qu'il n'y avait pas de serrure. Giorgione travaillait per sua fantasia, selon sa propre fantaisie. Ce tableau n'est peut-être pas une illustration. » C'est peut-être simplement une humeur, un état d'atmosphère, sans programme narratif décidé à l'avance. Ce serait non pas un manque, mais un principe artistique entièrement nouveau. C'est la version la plus difficile à accepter et la plus difficile à réfuter. Parce qu'un peintre qui efface une femme et la remplace par un homme n'agit pas par pure fantaisie. Il choisit, il arbitre. Ce geste n'est pas seulement technique, il dit qu'une image peut survivre en cachant son premier désir. Giorgione n'a pas corrigé une main ou un pli de tissu, il a supprimé une présence entière. Ce n'est pas la même chose. Ce qui me frappe davantage encore, c'est la façon dont il travaillait. Giorgione peignait sans dessin préparatoire. Ce n'était pas la norme. Les peintres florentins de l'époque commençaient toujours par un carton, un dessin précis transposé sur la toile. Giorgione, lui, selon Vasari, travaillait directement avec la couleur, sans reporter de traits. La radiographie de la Tempesta le confirme. Sous la peinture, pas de dessin structuré, seulement des esquisses rapides au pinceau. La pittura senza disegno,
la peinture sans trait directeur. Les Florentins y voyaient un signe de négligence. Les Vénitiens en feront leur identité. Cela signifie que Giorgione improvisait. Il cherchait en peignant. Il y avait, à un moment, une scène avec 2 femmes de part et d'autre de l'eau. Puis, il a regardé cette toile et il a décidé que ce n'était pas ça, qu'il fallait autre chose, et il a recouvert. Mais la matière garde ce que le récit oublie. Revenons maintenant au contexte, parce qu'il pèse lourd sur tout ça. En 1508, Venise était au bord de l'abîme. En décembre de cette même année, fut signée la Ligue de Cambrai. Le pape Jules II, le roi de France Louis XII, l'empereur Maximilien Ier et Ferdinand d'Aragon s'étaient coalisés contre la République de Venise. Toute l'Europe unie pour détruire une ville. En mai 1509, à la bataille d'Agnadel, l'armée vénitienne fut écrasée. Venise perdit presque tous ses territoires continentaux en quelques semaines. Le conseiller le plus influent du doge écrivit que la République se trouvait au bord du gouffre. Et ce même mois, le pape excommunia Venise, fit fermer les églises, interdit les sacrements. Une panique religieuse s'abattit sur la ville. Giorgione vivait et travaillait dans cette ville. Il mourut de la peste en 1510 à 32 ou 33 ans. 2 ans après avoir posé le dernier coup de pinceau sur la Tempesta. Est-ce que la foudre de ce tableau est la foudre de Dieu sur une ville pécheresse? Est-ce que les colonnes brisées sont les colonnes d'une république qui s'effondre? On ne peut pas le prouver. Mais il serait étrange qu'un artiste vivant dans cet ouragan historique n'en ait rien capté. L'atmosphère de la Tempesta, cette sensation d'un instant suspendu avant quelque chose d'inévitable, correspond exactement au sentiment de Venise en 1508. Ce n'est peut-être pas une allégorie politique déclarée, mais c'est une respiration politique. La toile aspire le même air que la ville. Et ici se révèle quelque chose que l'historien David Rozan a appelé l'élégance incertaine du tableau. Elegy of Uncertainty. Les personnages ne semblent pas terrifiés par l'orage. Ils n'interagissent pas. Ils existent dans une suspension étrange entre le calme et la catastrophe. Ce n'est pas leur angoisse que l'on ressent, c'est la nôtre. Le tableau nous retourne notre propre inquiétude, sans jamais nous expliquer pourquoi. Cherchons maintenant la chose que tout le monde rate. La radiographie de 1939 montra aussi autre chose. Le ciel avait été peint en plusieurs couches, les nuages repositionnés, leur densité modifiée. La foudre elle-même avait peut-être été déplacée. Le sol vert avait été appliqué directement sur un fond brun-rouge, caractéristique de la technique vénitienne de l'époque. Giorgione a tout retravaillé. Il n'existe pas de premier état stable de cette toile. Il n'existe que des décisions successives, des recouvrements, des corrections. C'est un tableau fait de disparitions. Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat d'une série de choix dont nous ne connaissons aucun. Pas de lettres, pas de journal, pas de contrat, pas de dessin préparatoire. L'homme que les historiens appellent le père de la peinture vénitienne n'a laissé que 5 à 6 tableaux, dont l'attribution est certaine. 5 à 6. Le seul tableau signé de sa main est un portrait de femme daté de 1506, conservé à Vienne avec une inscription au dos. Tout le reste est conjecture, probabilité, attribution prudente. On ne sait rien de sa vie personnelle, ni famille documentée, ni amis nommés, ni confrères enregistrés. Vasari écrit qu'il mourut de la peste contractée auprès de sa bien-aimée, una sua innamorata. C'est peut-être une légende construite après coup. Mais si c'est vrai, alors le seul fait certain de sa vie privée, c'est qu'il est parti à cause d'une femme. Et le seul fait certain de sa méthode de travail, révélée par les rayons X, c'est qu'il a recouvert une femme pour la remplacer par un homme. Il y a là une symétrie que je ne sais pas comment nommer, mais que je ne peux pas ignorer. Revenons à ce que le tableau montre maintenant. Regardez la femme, à droite. Elle est nue, assise sur la berge, un enfant contre elle. Dans la peinture de la Renaissance, une femme nue qui allaite, c'est presque toujours la Vierge, ou Caritas, la figure allégorique de la charité. Mais la Vierge ne se peint pas nue, en plein air, sans auréole, sans ange, dans un paysage d'orage. Et Caritas n'a pas ce regard-là, ce regard direct, frontal, qui n'appartient pas à une allégorie,
mais à une personne qui sait qu'on la regarde. Elle regarde le spectateur depuis 500 ans sans rien expliquer. Et l'homme, à gauche, il est habillé, lui. Ce contraste, l'homme vêtu, la femme nue, dans la peinture de l'époque, ça lisait quelque chose de précis. La civilisation face à la nature, la culture face à l'instinct. Mais si c'est ça, alors la femme est une métaphore, pas une personne. Et son regard direct contredit cette métaphore. Elle n'est pas un symbole, elle est quelqu'un. Ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est pourquoi ils ne se regardent pas. C'est peut-être la question la plus honnête qu'on puisse poser devant cette toile. Deux personnes dans le même espace, séparées par l'eau, sous le même ciel menaçant, et aucun échange entre eux. Aucun geste, aucun appel, aucune tension visible. Comme s'ils appartenaient à deux tableaux différents qu'on aurait superposés. Marcantonio Michel, qui décrivait le tableau en 1530, ne trouva pas de sujet à nommer. Il dit « un petit paysage, paesetto ». C'est la première fois dans l'histoire de la peinture européenne qu'un contemporain décrit une toile comme un paysage en priorité, avant les figures. Ce mot-là, paesetto, est en fait un acte fondateur. Le genre du paysage autonome, sans lequel on ne peut imaginer ni Poussin au XVIIe siècle, ni Friedrich au XIXe, ni les impressionnistes plus tard, a peut-être commencé dans ce cabinet vénitien, avec cette toile de 82 cm sur 73 que personne ne comprenait tout à fait. Walter Pater, critique d'art britannique, écrivit en 1873 une phrase que je trouve toujours juste. « Toute peinture, disait-il, aspire à l'état de la tempesta ». Il voulait dire que ce tableau avait réussi quelque chose d'impossible, exister comme pure sensation, sans s'expliquer, sans se justifier. Une peinture qui n'est pas une illustration, mais une présence. Je ne sais pas si c'est vrai au sens absolu, mais je sais que 500 ans après, on continue de poser les mêmes questions. Et maintenant, on en a une de plus. La femme effacée sous l'homme. Giorgione n'a pas seulement changé un corps, il a changé un type de scène. Deux femmes de part et d'autre de l'eau, c'est une scène d'intimité peut-être rituelle, peut-être mythologique, mais centrée sur le féminin, sur la chair, sur la terre. En introduisant l'homme à sa place, debout, habillé, observateur, il a introduit une asymétrie. Il a ajouté quelqu'un qui regarde, sans être regardé, quelqu'un qui est là, mais pas tout à fait dans la scène. Personne ne peut dire si c'était intentionnel au sens narratif, mais le résultat est là. Le tableau que nous avons finalement reçu est construit sur un regard masculin qui a remplacé une présence féminine. Et cette substitution n'a été découverte qu'en 1939, 430 ans après que Giorgione a posé le pinceau. Aujourd'hui, la toile est suspendue aux Galeries dell'Accademia de Venise, dans une salle que beaucoup traversent sans comprendre ce qu'ils viennent de voir. Des groupes de touristes passent devant elle tous les jours. Certains s'arrêtent 1 ou 2 secondes, voient la foudre, la femme, l'homme, et continuent. Ils ne savent pas qu'ils regardent le premier paysage de l'histoire de la peinture occidentale à avoir été décrit comme tel. Ils ne savent pas que sous l'homme, appuyé sur son bâton, il y a une femme qui n'a jamais eu de nom, qui n'a jamais eu de visage connu, qui a disparu sous une couche de peinture il y a plus de 500 ans, et que seules les radiographies du XXe siècle ont retrouvé. La réponse à tout le reste est dans la fosse commune de 1510. Giorgione l'a emporté avec lui, à 32 ans, de la peste. Ce qui reste, c'est le tableau, la femme visible, la femme effacée, et l'homme qui a pris sa place. La tempesta ne donne pas son secret. Elle change seulement la forme de notre question. Et maintenant, la question pour vous. Si Giorgione avait gardé cette seconde femme sous le ciel d'orage, regarderions-nous encore la tempesta comme une énigme, ou comprendrions-nous enfin que le vrai mystère n'est pas ce que le tableau montre, mais ce qu'il a décidé de remplacer ?